Bienvenue au podcast Inspiration Santé. Aujourd'hui, je reçois Mireille Bilodeau, physiothérapeute chez Physio Outaouais. On aborde un sujet qui est encore assez tabou selon moi, qui touche beaucoup de femmes, mais on n'en parle pas assez, la rééducation périnéale et pelvienne. Que tu sois enceinte, en postpartum, même périménopause, ménopause, que tu es une femme qui vit avec des inconforts sans savoir que des solutions qui existent. Je te dis, cet épisode est pour toi, c'est super intéressant. Cet épisode est commandité par SOS Adapt Plus, qui sont spécialisés en adaptation de domicile pour les personnes à mobilité réduite, les personnes handicapées et les personnes âgées. SOS Adapt Plus accompagne ses clients avec des solutions sécuritaires, pratiques et adaptées à leurs besoins, que ce soit pour améliorer l'accessibilité, faciliter les déplacements ou rendre un milieu de vie plus fonctionnel. SOS Adapt Plus est là pour vous aider. SOS Adapt Plus, quand il faut adapter pour mieux vivre, ils font juste le faire. Bon épisode. Bienvenue au podcast. Merci. Inspiration Santé, ton premier podcast ever. Eh oui. T'es-tu stressée? Un peu. Ça va bien aller, ça va être une discussion tranquille. Nous, on s'est rencontrés par l'entremise de Keisha qui est venue sur le podcast avant toi. Puis, tu travailles chez Physio Outaouais. Oui, ça fait depuis ma graduation, dans le fond. Fait que ça fait 12 ans, presque 13. Moi, c'est mon premier amour, Physio Outaouais. J'adore Physio Outaouais. J'ai été suivie là, post-accouchement avec mon fils. Puis après, c'est là que j'ai rencontré Nicolas qui m'a suivie pour toutes mes énormes 1001 blessures. Est-ce que, toi, est-ce que tu en fais aussi comme du musculo-squelettique? On va parler aussi de ce que tu fais, mais est-ce que tu en fais? Oui, fait que ma pratique, c'est vraiment un mélange de musculo-squelettique puis de rééducation périnéale. Au début, comme jeune physio, je faisais juste du musculo-squelettique. Puis, à travers les années, j'ai développé un intérêt là, vraiment pour tout ce qui est rééducation périnéale. Fait que maintenant, c'est vraiment un mélange. T'aimes vraiment mieux ça que faire du musculo? J'aime les deux, sincèrement. Je trouve que c'est un beau mix. Puis, je trouve que la rééducation périnéale, ça nous sort un petit peu du focus sur la douleur. Tu sais, des fois, ça apporte une diversité là, avec la clientèle. Fait que j'aime bien ce mélange-là. Fait que c'est avant que toi-même tu sois maman puis que tu vives une grossesse, tout ça, c'est avant que tu as décidé de diriger plus dans la rééducation? Oui. Fait que, tu sais, j'étais appelée quand même à travailler avec des femmes enceintes ou des femmes qui étaient en période postnatale. Puis je me trouvais comme très peu outillée avec la formation de base, là, si on veut. Fait qu'en 2019, j'ai commencé à aller chercher les formations continues. Il y a comme différents parcours, là, dans le fond, pour aller chercher ces formations-là. Fait que j'ai fait ma première formation en 2019. J'ai commencé ma pratique. Puis je suis tombée enceinte en 2020. Fait que oui, avant d'avoir mes enfants. Est-ce que ça t'a aidé dans le processus? Ou? D'être enceinte, d'avoir des enfants, tu veux dire? D'être aidé comme à toi-même, te guider par rapport au postpartum, puis la périnatalité? Oui. C'est sûr qu'on est, je trouve, on est toujours un peu cordonnier mal chaussé. Là, on ne s'occupe pas de notre santé nécessairement comme on s'occupe de celle de nos clientes. Mais oui, c'est certain que ça m'a donné une bonne base. Puis, je dirais vice-versa aussi. Je pense que être maman, ça l'a vraiment, vraiment changé ma pratique clinique. Ça a changé ma vision de cette clientèle-là avec laquelle je travaille. Pas pour dire que tu peux pas être une bonne clinicienne si tu n'as pas eu de grossesse puis d'enfants, mais moi, personnellement, j'ai vraiment trouvé que ça l'a orienté ma pratique différemment. Est-ce que tu pourrais m'expliquer c'est quoi ton travail? Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi la rééducation? C'est périnéal? Oui. Donc, c'est RPP, c'est comme le terme qu'on utilise dans notre jargon. Donc, c'est la rééducation périnéale et pelvienne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend en charge les différentes dysfonctions du plancher pelvien. On peut dire que ça s'organise en comme 5 grandes catégories de symptômes là, sur lesquels on intervient. Donc, il y a des symptômes urinaires, il y a des symptômes qui s'apparentent aux descentes d'organes pelviens, tout ce qui s'apparente à la fonction sexuelle, les symptômes anorectaux, et puis tout ce qui est comme douleur pelvienne et périnéale. Fait que tu fais pas juste du postpartum? Non, pas du tout. Parce qu'on s'entend qu'une des fuites urinaires, ça peut arriver, on en parlera, périménopause. Ménopause, ça peut arriver 6 ans après avoir accouché aussi.
dans le sens que si tu n'as pas réglé ça dès le début. Fait que ça devrait pas être normal d'avoir des fuites. Non. Moi, je dis toujours normaliser la discussion, mais pas la problématique. C'est un petit peu une problématique qui est banalisée, je trouve. Là. On a tendance à penser que j'ai eu des enfants ou on pense que c'est un phénomène normal du vieillissement, mais ça ne l'est pas. Il y a des solutions. En fait, la réadaptation périnéale, c'est vraiment efficace pour la résolution des incontinences urinaires. Je pense que le taux de succès pour les incontinences urinaires à l'effort, c'est autour de 75 %. Fait que c'est vraiment un excellent taux de succès, là. Donc, non, ce n'est jamais normal d'avoir des fuites urinaires. Il y a des solutions. Puis, pour répondre à ta question, on ne travaille pas seulement avec la clientèle en périnatalité. Donc, on a des femmes qui passent à travers de la périménopause, la ménopause. On travaille avec des jeunes femmes aussi qui sont aux prises avec des douleurs avec les relations sexuelles. Tout ce qui entoure évidemment la grossesse, la préparation à l'accouchement, la période postnatale. Mais aussi, on a une clientèle oncologique, des femmes qui ont eu des cancers gynécologiques, qui ont dû avoir des traitements ou des chirurgies. Donc, c'est très vaste, la rééducation périnéale. Là. My God, je pensais pas qu'il y avait autant de trucs que ça. Oui. Ouais. Puis, c'est différent parce que nous, comme entraîneurs, on fait la prescription d'exercice, tout ça. On dirait que c'est plus... Souvent, on va utiliser avec les gens débutants des machines. C'est facile au niveau de l'exécution des mouvements. Mais ce que vous faites, ça demande un certain focus, une concentration, puis ça prend quand même de l'énergie, tu sais. Ça a l'air vraiment idiot, certains exercices que tu vas faire, tu sais, sur le nombril, expire, pour favoriser le gainage, mais ça prend une assiduité. Il faut que tu le fasses. Il faut que ça soit bien expliqué. Tu es venu ici en bureau avant le podcast. Tu m'as déjà expliqué plein d'exercices pour que, justement, des trucs qu'on peut regarder, là, des choses qu'on peut faire avec les clients. Mais est-ce que tu trouves que les gens ils trouvent ça comme compliqué? Ou c'est juste moi qui complique la chose? C'est sûr qu'il y a une grande déconnexion pour la plupart des individus, hommes et femmes, avec cette région-là du corps, parce qu'il y a un tabou aussi autour de la région pelvienne. Fait que la première étape, là, c'est vraiment de comme... Je fais beaucoup d'éducation puis d'enseignement en clinique. Puis lors de l'évaluation, tu sais, je démystifie, tu sais, au niveau de l'anatomie, ça ressemble à quoi un plancher pelvien? Qu'est-ce que ça fait? Puis là, par la suite, tu sais, à travers l'évaluation, on est vraiment capable d'aller identifier c'est quoi les problématiques, qu'est-ce qui contribue à la problématique de la personne, puis d'aller chercher, tu sais, d'aller confirmer, valider, oui, tu es en train de contracter ou relâcher ces muscles-là. Mais effectivement, c'est pas une approche qui est passive. La physiothérapie, en général, pas seulement la rééducation périnéale, c'est un travail d'équipe, là. Puis la cliente ou le client, le patient, est au centre de cette approche-là. Donc, dans un monde parfait, tu sais, nous, on guide, tu sais, puis la personne va vraiment avoir des devoirs à faire à la maison. Ceci dit, faut être conscient aussi que les gens ont beaucoup de restrictions de temps. Tout le monde est occupé. Les mamans qui ont des jeunes enfants à la maison, ça demande beaucoup de temps, sont fatiguées. Fait qu'on ne donne pas des jobs à temps plein d'exercice non plus. T'sais, on essaie de rendre ça le plus fonctionnel possible, le plus accessible possible pour rendre le processus avec le moins de friction possible. T'sais. Plus qu'il y a des obstacles, moins que l'adhérence va être bonne là, au programme. Comme j'en entraîne, là, des femmes postpartum, fait que souvent, j'essaie de le rentrer comme dans leur réchauffement. Des petits exercices qu'on peut faire. Moi, je me rappelle, ma situation, c'est que ça a été 6 mois. Dès que j'avais envie, là, comme ça sortait tout seul. Là. J'étais comme incapable de me retenir. Juste quand je faisais, exemple, le pont, le hip bridge, bien, j'essayais de retenir. Il y a des petits trucs que je faisais avant, comme chaque exercice, puis ça s'est résorbé après 6 mois, 1 an. Mais tu sais, avec mes amis, je pense que je te l'ai dit, on va sauter sur la trampoline. 70 % de mes amis, il faut qu'on aille se changer après parce qu'ils se sont mouillés ou ils font juste rire. Ils rient, puis ils sont trempes, là. Fait que je pense que, tu sais, quand tu me dis c'est pas normal, je me dis, qu'est-ce que eux, exemple, ça fait 10, 12 ans que tu as accouché, que tu as la difficulté à te retenir ton pipi, que tu ris ou que tu fais à pichou, puis que tu pisses dans tes culottes, que tu urines dans tes pantalons, pour être plus poli, comme, ils font quoi, ces femmes-là? Fait que tu travailles dans le domaine du fitness puis de l'entraînement.
les muscles du plancher pelvien sont des muscles squelettiques comme un biceps. On va utiliser le biceps comme référence parce que c'est plus facile à visualiser. Un biceps peut se déconditionner, right? Donc, un biceps peut tomber dans un état d'hypotonie, peut tomber dans un état de perte de masse musculaire, perdre la force, perdre de l'endurance. Les muscles du plancher pelvien sont des muscles avec un potentiel d'adaptation comme un biceps. Donc, quand on évalue, OK, une cliente, on va aller voir vraiment l'état du muscle au repos, donc son tonus. Est-ce qu'on a un muscle qui est dans un état d'hypertonicité puis qui a de la difficulté à se contracter parce qu'il est déjà tellement, il tient tellement de tension, ou au contraire, on a un muscle qui est dans un état de déconditionnement? Après ça, on va aller voir la force musculaire. On utilise des outils de mesure standardisés pour être capable de comparer ça dans le temps, OK, puis d'être capable d'avoir des bons repères. On va aller voir l'endurance. Est-ce que la personne elle est capable de maintenir une contraction musculaire pendant combien de temps? On va le calculer. On va aller voir la coordination de la personne. Donc, avec ton biceps, tu es capable de contracter à 50 %, à 70 %, à 100 %. Ton plancher pelvien a le potentiel aussi de se contracter à différentes intensités. Puis, on va aller vraiment comme identifier les principales choses à travailler. Puis, la prescription d'exercice va être vraiment faite en conséquence. Ce qu'on peut s'attendre, comme une personne qui vient au gym ici pour s'entraîner, c'est qu'à force d'implanter ces exercices-là avec des progressions de force, parce qu'on va progresser les exercices, mais ce qu'on va voir, c'est que ces muscles-là, comme un biceps, vont avoir un tonus qui est plus normalisé, vont avoir une hypertrophie. C'est un plancher pelvien, on veut un plancher pelvien qui a une bonne masse musculaire pour soutenir les viscères. On va voir une endurance qui est améliorée, puis on va avoir une coordination qui s'améliore aussi dans le temps. Donc, pour répondre à ta question de quand ça fait 12 ans que tu as des fuites urinaires, par où on commence? Bien, on commence par évaluer pourquoi tu as des fuites urinaires. On cible nos interventions envers ces choses-là qui vont être identifiées à l'évaluation. Et puis, on travaille ça spécifiquement, puis il n'y a pas d'âge pour participer à un programme de réadaptation parce qu'un muscle, c'est comme s'il y a une personne, une femme de 55, 60, 70 ans qui rentre ici pour s'entraîner. Tu vas lui dire, bien, on commence, tu as un potentiel de réadaptation. C'est exactement la même chose pour les muscles du plancher pelvien. Donc, il y a un potentiel de réadaptation puis d'éliminer ces fuites urinaires-là à tout âge. C'est juste que le biceps, dans la vie de tous les jours, mettons postpartum, si même ton muscle, comment tu as dit, je ne vais pas dire atrophié, mais... Atrophié. Atrophié, bon. Et tu t'en rends moins compte, tandis que tu vas vraiment le sentir. Ou est-ce que c'est comme dit que ça tient quand même les viscères, puis ça devient encore comme plus important? Absolument. Fait que je vais faire du pouce sur ton commentaire. Cette connexion-là, effectivement, c'est moins évident quand on développe des problématiques comme ça. D'où l'importance d'être à l'affût. Il y a des symptômes, des signes qu'on peut observer qui vont nous orienter vers ces conclusions-là. Fuite urinaire, c'en est un. De la lourdeur, donc n'importe quelle sensation de pesanteur au niveau pelvien qui accompagne l'activité physique ou après. Fait que ça peut suggérer un prolapse. On va de la douleur, de l'inconfort, on va aller voir ça. La fameuse diastase abdominale qui est très commune. Il y a quand même des choses qui sont observables. Puis quand on commence à se questionner puis à savoir quoi regarder, souvent, justement, il va y avoir la mention « Ah oui, j'ai des fuites urinaires. » Moi, je pose ces questions-là, puis ça arrive souvent que je demande « Est-ce que tu as de l'incontinence urinaire, des fuites urinaires? » Non, j'en ai pas. Puis là, je demande si tu éternues. Est-ce qu'il y a Ah oui, mais juste quand j'éternue, il faut que je croise mes jambes. Bien, ça, c'est de l'incontinence urinaire, tu sais. Exactement. Ah oui, quand je tousse aussi. Ah, mais si je saute sur une trampoline. Bien, ça, ce sont des indications que ce groupe musculaire-là ne travaille pas dans son plein potentiel et donc peut être amélioré, tu sais. Sauf que là, est-ce que c'est à entretenir toujours? Dans le sens, c'est comme n'importe quel muscle qui peut être sollicité dans la vie de tous les jours. Comme si moi, je m'entraîne ou nos clients qui s'entraînent, est-ce qu'il faut vraiment aller l'isoler ou des fois, par exemple, tu fais un squat à la barre puis tu fais juste comme... Aurais-tu des trucs que tu pourrais me donner qu'en faisant un exercice comme, mettons, pluriarticulaire ou qui vient tout travailler, on vient isoler le plancher pelvien?
Oui. Fait initialement, parce que c'est un phénomène, c'est un processus de réadaptation, right? Fait que quand c'est nouveau, ce qu'on fait, c'est qu'on isole davantage. Fait ça varie d'une personne à l'autre. Il y a des clientes qui ont un profil plus actif avec lesquels on peut commencer avec des mouvements qui sont un petit peu plus complexes. Mais si j'ai une cliente qui rentre puis qui a des fuites urinaires depuis longtemps, qui est déconditionnée, on va isoler ce groupe musculaire-là puis on va lui réapprendre comment contracter ces muscles-là. Par la suite, par contre, l'objectif de la physiothérapie en général, c'est l'aspect fonctionnel de l'individu. Donc, une cliente qui a passé à travers du processus de réadaptation en rééducation périnéale, au début, ces exercices vont être, OK, on va le faire coucher assise, debout. Après ça, on va commencer à l'intégrer dans des mouvements fonctionnels. Une cliente qui va avoir fait tout ce processus-là, elle n'a plus un programme d'exercice qui lui nécessite d'isoler du temps pour l'exécution puis la pratique de ces exercices-là. Elle va l'intégrer dans sa fonction au quotidien. Fait que tu fais un squat. Quand tu fais un squat, ton plancher pelvien, il n'est pas supposé d'être en train de boire un margarita sur la beach. Là. Il est en train d'être engagé puis il devrait être sollicité. Donc, c'est de réapprendre cet aspect fonctionnel-là à ce groupe musculaire-là, puis on le fait ça en clinique aussi, et à travers des progressions d'exercice. Donc, on va vraiment chercher le plus possible à intégrer cette contraction musculaire-là au mouvement fonctionnel de la personne. Ce que je pourrais dire, exemple, puis je vais prendre dans des clients ou des gens de mon entourage que je connais qui sont actifs. Si je prends moi, j'ai accouché 1 mois et demi après, je retournais à l'entraînement en force. Pas de course à pied, là, fait que juste l'entraînement en force. Puis tu as une autre personne qui retourne à la course à pied sans entraînement en force, sans renforcement. Cette personne-là serait beaucoup plus à risque si elle fait juste l'entraînement avec impact, si elle ne fait pas de renforcement. Ou, tu sais, moi, vu que j'aurais fait mon renforcement, tu sais, comme l'année après, ça m'aurait aidé à ce que mon plancher pelvien soit plus fort. Est-ce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui dit, regarde, moi, je fais la course à pied, fait que je fais aucun renfort, je retourne à la course à pied. Est-ce que ça pourrait mettre cette personne-là à risque d'empirer la situation? Je vais nuancer parce que la réponse, c'est oui et non. Il y a toujours un profil individuel. Tu sais, on a tous un bagage génétique, on a une morphologie, on a un historique de comment qu'on a bougé à travers notre vie. Donc ça va venir jouer au niveau de cette réponse-là. Il y a des femmes qui récupèrent post-accouchement puis qui n'ont pas de problématique. Il y en a d'autres qui vont avoir beaucoup de défis. Ça dépend aussi du type d'accouchement que tu as eu. Donc, il y a des accouchements qui sont beaucoup plus traumatiques, qui vont nécessiter plus de temps de guérison. À la base, si tu vas en évaluation, identifie les choses qui sont à travailler ou que tu as un green light puis juste un OK de l'intervenant pour dire « OK, tu peux retourner vers l'impact », tu es tellement plus sûr de ne pas développer des problématiques. Un des phénomènes qu'on voit beaucoup en rééducation périnéale, c'est que souvent, les gens vont venir consulter quand ils sont symptomatiques. Un prolapse, par exemple, il y a beaucoup de prolapses, descente d'organes, donc descente de vessie, descente utérine, qui sont complètement silencieux, asymptomatiques, invisibles pour la personne, jusqu'à temps que ça va être un stade plus avancé, puis que là, ça commence à mener à vraiment des inconforts, puis ça va interférer avec la fonction de la personne. Fait que, tu sais, retourner à la course à pied puis à l'impact en postnatal, oui, mais avec une évaluation qui est adéquate avant. Sauf que, tu sais, je te donne un exemple. Ce matin, j'ai une cliente, elle me dit, j'ai vu mon médecin, elle est à 5 semaines post-accouchement, puis il a dit, pas de course pour 3 mois. Il a dit pas de course pour 3 mois, pas d'impact parce que ça pourrait être dangereux justement pour les fuites urinaires à long terme. Ce que son médecin généraliste, accoucheur, peu importe, a dit. Fait que là, elle me demande, OK, mais est-ce que je pourrais recommencer la course? Puis elle vient comme, mettons, 2 fois semaine, on fait du renforcement. Là, on commence vraiment tranquillement. Là. Fait que là, je me dis, est-ce que les médecins prennent puis c'est correct, là, puis c'est pas pour dire que les médecins ne font pas leur travail, mais est-ce que les médecins sont équipés, outillés pour dire parfait, je te donne le green light, tu peux partir ou non, pas de course, parce que en quoi le médecin se base pour dire pas de course pendant 3 mois, tu sais? Il y a toujours des lignes directrices avec ce type de recommandations-là. Puis les lignes directrices, elles sont fondées sur les données probantes, puis les données probantes sont fondées sur certaines populations, certaines recherches.
La réponse à ta question, c'est que, ça c'est mon opinion personnelle, si tu as eu une grossesse, tu as passé à travers, ton corps a vécu une métamorphose complète à travers 9 mois. Après ça, drastiquement, on accouche. Il y a souvent des traumas obstétricaux qui vont accompagner l'accouchement. Même le meilleur accouchement, je veux dire, il y a quand même eu un bébé qui est passé, que ça soit par césarienne ou par voie basse. Puis là, après ça, dans le postnatal, tu as toute la cascade hormonale qui vient avec ça. Tu as une période de guérison. Donc, la réponse à ta question, c'est pourquoi pas venir te faire évaluer d'emblée, tu sais? Oui, exactement. Puis d'aller avec la rééducation périnéale, quitte à te faire dire « Hey, ça va super bien. » Tu sais, quand on va voir un médecin puis qu'on se fait dire « T'es en excellente santé, bravo, viens me voir dans un an », on est content de ça. C'est correct d'avoir une approche préventive aussi avec la réadaptation puis de dire « Hey, je veux juste avoir le OK pour dire je peux retourner vers l'impact ou pas. » Les lignes directrices globales, c'est basé sur la moyenne des gens. Si cette cliente-là, elle est très fit, peut-être qu'elle va être capable de retourner avant la marque du 3 mois, mais la ligne directrice serait, on attend cette période-là. Fait que, tu sais, ça serait une personne qui pourrait bénéficier d'être évaluée correctement pour voir, parce que nous, on a des critères, tu sais, pour dire, OK, tu peux commencer à faire un petit peu d'impact. La deuxième partie de la réponse à ta question, c'est la progression. Fait que c'est pas, tu sais, avant de retourner courir, il y a tout un continuum de choses que tu peux faire pour t'assurer que ton plancher pelvien puis que ton corps, dans sa globalité, est prêt à prendre ce type d'impact-là. Donc, la progression, y aller graduellement, c'est tellement, tellement, tellement important. Puis ça permet d'identifier si ton corps est réellement prêt pour ça, tu sais. Comme dans tout, mais par défaut, je pense que les femmes devraient, parce que ton médecin dit « OK, c'est correct, tu ne fais pas nécessairement de prescription s'il n'y a pas de problème. » Ouais, ils m'ont même pas vérifié, là. À 5 semaines, parfait, t'es correct. C'était comme... Il n'y a eu aucun examen, là. Fait que j'aurais pu... tu sais, mais moi, j'étais allée en physio, je pense... ça fait longtemps, mais il me semble que oui, j'avais été juste pour m'assurer que j'étais correcte puis tout ça. Mais on dirait que les femmes devraient se dire, regarde, j'accouche, ça devrait être un automatisme de dire, je m'en vais en physio, puis je fais ce qu'il faut pour m'assurer que je suis vraiment prête pour recommencer, surtout si j'ai pas d'entraîneur ou personne pour m'aider, parce qu'ils se retrouvent puis ils n'ont aucune idée. Fait que souvent, il y a mieux rien faire que de le faire, tu sais, par peur. Souvent, ils ne savent pas. Je vais juste commencer avec ça, là. Fait que le commentaire que j'entends au quotidien en clinique, c'est avoir su que je serais venue avant ou je ne savais pas qu'un physiothérapeute, ça pouvait faire ça. En France, dans certains pays européens, ça fait partie du continuum de soins dans le public. Donc, si tu as eu une grossesse, un accouchement, d'emblée, tu vas avoir une référence. Je pense que c'est 10 sessions de physiothérapie en rééducation périnéale. Bon accouchement, mauvais accouchement, ça ne dérange pas. Ils sont payés par le public? C'est sûr et certain qu'il y a des frais associés à ça. Chaque pays a son approche. On a du chemin à faire à ce niveau-là. Mais tu sais, pour pallier à ça, pour les personnes qui n'ont peut-être pas ces ressources-là, d'aller dans le privé avec les assurances privées, au moins de venir pour une évaluation, de connaître un petit peu plus cette région-là du corps, de savoir quelles sont les problématiques, quels sont les symptômes à garder un œil, tu sais, dessus. C'est déjà une bonne étape. Puis d'essayer justement d'en parler, tu sais. C'est pour ça que je suis ici. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est pour essayer de rendre cette information-là un petit peu plus accessible pour que les femmes le sachent, là, essentiellement. On a du chemin à faire, mais il y a un tournant. On a de plus en plus ces consultations préventives-là. Puis ça fait tellement une grande différence versus d'avoir une approche qui est plus symptomatique, tu sais. Travailler en amont puis en prévention. Souvent, moi, je vais comme l'obliger, là. Je veux dire, je me sentirais plus à l'aise. Tu peux aller voir. Puis après, je travaille avec les physios, là, comme on peut... travail multidisciplinaire. Les physios me disent, ouais, tu sais, fais attention à telle chose. Puis après ça, ben moi, je peux m'occuper de rentrer les exercices dans l'entraînement. Puis je pense que le fait que les gens manquent de temps, là, ou tu sais, peu importe, c'est comme dur à rentrer. Tu te sens tellement comme, tu viens d'accoucher, il y a tellement de choses. Après, t'es préoccupé. C'est comme une étape de ta vie où est-ce que ça peut être, tu peux vite te sentir à bout de souffle. Fait que, on dirait, les gens voient peut-être ça comme une montagne. Puis, je pourrais dire postpartum, j'en fais là, beaucoup. Là. Les gens y arrivent souvent
mettons, les gens qui ne s'entraînaient pas pendant la grossesse, là, qui veulent vraiment refaire une remise en forme comme au moins 6 mois après. Fait que, tu sais, ils avaient peur, beaucoup ont peur de bouger, ils ne savent pas quoi faire. Fait qu'ils ont reporté. Puis je pense que, tu sais, c'est comme la fameuse diastase. On dirait que c'est rendu une expression quasiment populaire qui est comme, ouais, moi, j'ai-tu une diastase, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. Fait que ça, c'est quelque chose que je veux qu'on aborde aujourd'hui parce que, on dirait que tout le monde connaît le nom, mais c'est pas vraiment c'est quoi. Puis qui peut dire, comme moi, je peux pas diagnostiquer une diastase. Si t'en as une, tu sais, je sais ce qu'on peut ou on peut pas faire, évidemment, mais comment ça marche, qu'est-ce que ça mange en hiver, une diastase? Une diastase, ce n'est pas une pathologie. En passant, on peut commencer par dire ça. C'est avec la grossesse, en fait, les études nous disent qu'autour de 35-36 semaines de grossesse, 100% des femmes vont avoir une diastase juste à cause des adaptations corporelles. Donc, la diastase, c'est tout simplement une augmentation de la distance entre les grands droits abdominaux. C'est pas pathologique, comme je disais. Ça devient, par contre, problématique quand ça persiste dans le temps et ça s'accompagne d'autres symptômes comme les fuites urinaires, les douleurs lombopelviennes, qu'il y a de la faiblesse musculaire. À noter aussi que ce n'est pas seulement les femmes qui peuvent avoir des diastases. Il y a beaucoup d'hommes qui ont des diastases non diagnostiquées. Donc, ce qu'on fait pour la prise en charge des diastases, c'est que c'est tout basé, encore une fois, sur l'évaluation. Beaucoup d'éducation pour démystifier tout ça. On évalue comment la personne est capable de contrôler toute l'unité abdominopelvienne. Donc, quand on travaille en rééducation périnéale, on ne travaille jamais juste avec un plancher pelvien ou la région lombaire ou l'unité abdominale, le mur abdominal. On va regarder tout ça dans son ensemble parce que c'est vraiment un jeu de pression puis un jeu de stabilité, si on veut. Donc, avec la diastase, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rééduquer une séquence de contractions musculaires pour s'assurer que les muscles profonds, abdominaux, vont accompagner la contraction abdominale des grands droits. Puis, il y a des gens qui ont des diastases fonctionnelles, qui n'ont aucun problème de force en tant que tel. Puis, il y a des gens qui ont des petites diastases puis qui ont beaucoup de faiblesse associée. Donc, d'où l'importance de l'évaluation. Est-ce que tu pourrais m'en nommer des signes de faiblesse ou physiquement, comme ma soeur jumelle en a eu une grosse, elle a dû être opérée, puis c'était comme ses organes, ils voulaient sortir, là, dans le sens que était constamment ballonné. C'est esthétiquement pas le fun et physiquement, là, physiologiquement, comme elle le sentait, mais tu voyais que c'est comme si c'était tout le temps enceinte de 3 mois, là. Fait qu'il n'y avait pas de gainage, il n'y avait aucune retenue, puis beaucoup de douleurs au dos. Est-ce qu'il y a des symptômes que tu pourrais nommer qui sont accompagnés de diastase, puis ça serait quoi les répercussions à long terme chez quelqu'un qui s'entraîne ou qui ne s'entraîne pas d'une diastase qui est non traitée, qui est une diastase non fonctionnelle? Fait que, juste à noter que il peut y avoir des fois des hernies ombilicales ou le long de la ligne blanche. Donc, ça se peut que ta soeur, ça soit ça. Oui, exactement. Fait qu'une diastase, juste à la base, là, dans le fond, les symptômes qui peuvent accompagner ça, souvent, là, on va le dépister ou la personne va le voir elle-même quand elle utilise ses grands droits abdominaux. Donc, elle fait un redressement assis ou avec la mobilité au lit, des fois en passant de la position couchée à assise. On va voir vraiment comme une forme conique, là, donc où on appelle ça du doming, là, dans le fond, où est-ce que le contenu abdominal, il veut comme ressortir, dans le fond. Les symptômes qui peuvent accompagner ça, ça peut accompagner, mais ce n'est pas nécessairement toujours le cas. Ça va être souvent une sensation de faiblesse, d'instabilité au niveau abdominaux, pelvien, lombaire aussi. Ça va arriver souvent qu'on va avoir la mention j'ai mal au dos dans la zone sacro-iliaque. Tout le complexe sacro-iliaque, sa stabilité dépend vraiment beaucoup de tous les muscles abdominaux pelviens. Fait que ça c'est quelque chose qui va nous mettre un petit peu la puce à l'oreille. Mais c'est vraiment typiquement la diastase, là, les clients ou clientes qui vont nous approcher avec ça, ils disent j'ai soit un creux au niveau abdominal où je vois vraiment comme l'espèce de dôme là, quand je fais un effort abdominal.
Est-ce que quand ça nécessite une chirurgie, que tu peux dire comme OK, on ne peut plus rien faire en physio, dans le sens, est-ce que, exemple, tu peux mettre 2 doigts, est-ce qu'après, ça va juste se refermer puis tout revient normal? Fait que il y a des façons, là, dans le fond, qu'on va mesurer. Je pense qu'officiellement, pour dire qu'il y a un diagnostic de diastase, c'est 3 doigts de largeur. Par contre, moi, je m'éloigne vraiment, vraiment beaucoup de ce modèle-là parce que, encore une fois, tu peux avoir une diastase fonctionnelle. Fait que pour moi, ce gap-là qu'on mesure, tu sais, on peut je veux dire, c'est noté au dossier de la personne, puis on va le monitorer dans le temps. Sauf que ce qui va m'intéresser, c'est justement qu'est-ce qui arrive quand tu fais un effort abdominal. Est-ce que ce doming-là, on est capable de, par le biais de l'activation des muscles abdominaux profonds, de l'éliminer? Puis, encore une fois, le potentiel de guérison, tu sais, il y a des diastases des fois qu'on assume, ça fait longtemps que c'est là. Puis c'est juste parce qu'il y a de la faiblesse au niveau de ces muscles profonds-là. Donc, il y a un potentiel de réadaptation à ce niveau-là aussi. En termes chirurgical, encore une fois, si on a des candidates à la chirurgie, puis que cette personne-là, elle a la chirurgie, puis elle retourne dans sa vie au quotidien, avoir une mauvaise gestion de la pression intra-abdominale, guess what? Sa diastase, elle va revenir, tu sais. Puis elle va avoir toute une panoplie de symptômes qui vont accompagner ça. La diastase, là, c'est beaucoup, beaucoup une problématique de gestion de pression intra-abdominale. Tu sais, l'humain, en général, quand on force, on a tendance, on prend de l'air, hein, on appelle ça un valsalva, on prend de l'air, puis là, on retient notre souffle, puis on force, tu sais. Puis ce que ça a comme effet, c'est que ça vient vraiment descendre le diaphragme. Ça augmente de façon soudaine et drastique la pression intra-abdominale, puis ça crée un tiraillement au niveau de ces structures-là et au niveau du plancher pelvien. Fait que, tu parlais tantôt de comment on fait pour connecter avec cette région-là. Mais juste d'apprendre comment respirer correctement avec l'effort, puis gérer cette pression intra-abdominale-là, on est beaucoup, beaucoup... c'est une grande longueur d'avance. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça, là. Dans le fond, fait exemple, je fais un squat, au lieu de faire le terme « bracer », là, de pousser vers l'extérieur, fait que de pousser sur mon nombril, d'arrêter, ça serait beaucoup plus... Je rentre mon nombril, puis j'expire. Oui, fait que quand tu fais une expiration, tu laisses l'air sortir avec un flot régulier, dans le fond. Ce que ça fait, c'est que ça laisse ton diaphragme monter. Ça donne un petit peu plus d'espace au niveau de la cavité abdominale. Puis, tu n'as pas l'effet de pousser vers le bas là, au niveau des organes, la vessie, puis du plancher pelvien. Fait qu'il devrait, tu sais, on n'a pas besoin de respirer à l'extrême, mais tu sais, juste de laisser sortir l'air avec l'effort, oui, ça fait une différence. Puis le fameux gainage, là, c'est juste d'activer ces muscles-là pelviens puis abdominaux profonds pour accompagner l'effort, que ce soit avec un squat, un redressement assis, n'importe quoi, tu sais, vraiment. Lever ton enfant. Mais c'est difficile. Les gens, comme juste de dire, on va aller chercher les muscles profonds, transverses, puis tout ça, comme le gainage. Si tu dis gainage, les gens vont avoir tendance à vouloir sortir leur ventre. Absolument, oui. Au lieu de re-rentrer. Fait que juste ça, si tu l'apprends, mais après, dans les mouvements, genre lever ton enfant, lever quelque chose. C'est souvent, il y en a qui vont se blesser en levant quelque chose. Ou... Surtout en postnatal. C'est une période de stress posturaux majeur. Où est-ce que tu as beaucoup d'instabilité, ton corps n'est pas de retour à sa normale, il est en guérison. Puis ces muscles-là qui te servent à avoir une bonne stabilité puis un bon gainage, ont passé à travers des changements majeurs, puis souvent des traumas, tu sais, sont en guérison. Mais oui, c'est difficile, mais une fois que la personne a le sang, ça tu sais, you can't unsee it. C'est comme une fois que tu le sais, là. Puis c'est facile, ça ne nécessite pas de temps à intégrer dans le fonctionnel une fois que tu as compris comment activer ces muscles-là. Toi, si on parle de ton expérience personnelle, tu as eu une grossesse gémellaire, tu as 3 enfants en bas âge, donc en bas de 4 ans? 3 ans? Mon grand, il vient d'avoir 5 ans. Là. Fait qu'on a eu 3 enfants en 2 ans et demi. C'est les grossesses, back à back. Ouais. Les Olympiques parentales, comme j'appelle ça. Oh my God. Puis, grossesse gémellaire, qui est une grossesse à risque. Fait que tu as accouché. Est-ce que tu as accouché à terme pour des jumeaux? Non, j'étais à 34 semaines. 34 semaines, oui. Fait que prématuré de... Oui, c'était pas des grands prématurés, mais quand même... Puis pour des jumeaux, il y avait un bon poids, les bébés, quand même. Là. Ils pesaient combien?
5 puis 5-5. Tu vois, moi, je mets, comme tu sais, puis on était 5-6, puis 5-12 à 37 semaines. Oui, c'est ça. Tu vois, c'était comme à 34, j'aurais sûrement été quasiment dans le 4. Là. Comment tu as vécu ça? Parce qu'on s'entend la diastase a dû arriver avant le 36-37 semaines. Tu sais, comment, tu sais, avec ton expérience, tu as vécu ta grossesse gémellaire? Puis ton accouchement, puis ton postnatal? Moi, j'ai trouvé que la grossesse, l'expérience jumeau en général, ça a explosé toutes les limites, toutes les zones de confort que j'avais dans ma vie sur tous les plans. Là. J'ai, somme toute, j'ai été chanceuse. Là, j'ai quand même eu des bonnes grossesses sans complications majeures. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment très, 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 très dur sur le corps. Puis je suis toute en gratitude que j'ai été capable d'être active quand même là, pendant mes grossesses. J'ai fait beaucoup de modifications pour accommoder ça. Écoute, la charge pondérale est totalement différente. J'ai pris des photos avec ma première grossesse de l'évolution de la grossesse de la bédaine. Puis avec ma grossesse gémellaire à 22 semaines, j'avais exactement la même bédaine qu'à 40 semaines, qu'à terme. Je sais, c'est épouvantable. Oui, j'étais énorme. Fait que ça, j'ai trouvé ça quand même un gros défi. Puis c'est quand tu es habitué de rouler à un certain rythme, puis que là, soudainement, ton corps, il suit plus. Oui, c'est une grosse adaptation. Le postnatal, c'est une césarienne d'urgence avec les jumeaux. Puis j'ai trouvé que la récupération de la césarienne, personnellement, tu sais, c'est différent pour tout le monde, mais ça a vraiment bien été au niveau postnatal. Mais c'est le manque de sommeil, puis c'est vraiment une toute autre expérience. Ah, ben oui. Ouais. Puis est-ce que quand tu dis que tu étais active là, pendant ta grossesse avec les jumeaux, c'était quoi que tu parles qu'est-ce que tu définis par activité physique? Qu'est-ce que tu faisais? J'avais déjà mon grand. Puis mon mari travaillait beaucoup de soir, fait que j'étais active avec mon grand, là, vraiment. Beaucoup de marches, vraiment beaucoup de marches. Tu sais, mettons, la course à pied, ça n'aurait pas été accessible pour moi pendant ma grossesse gémellaire. Là. Pas, ma première, j'aurais pu, mais ouais. Tu sais, deuxième grossesse, c'est un classique qu'on entend beaucoup. Tu sais, on a tendance à la bédaine paraît un petit peu plus vite, on sent les changements plus rapides. Mais là, crème, t'es à ta deuxième et il y a 2 bébés. Puis c'est les nausées aussi, là. T'as 2 placentas, hein, fait que 2 fois plus d'hormones. Fait que les nausées, c'était vraiment incapacitant, là. Fait que je bougeais comme je pouvais. Tu sais, c'était comme des snacks d'activité physique à la place d'être un gros repas d'activité physique. Fait que je faisais beaucoup de marches à petite dose. J'ai nagé le plus longtemps que je pouvais. Pendant la période postnatale, c'est la survie totale. Fait qu'il y avait 0 place. Il n'y a encore pas beaucoup de place pour l'activité physique. Ils sont jeunes encore. Oui, exactement. Fait que j'ai fait, mais ça, je trouve ça vraiment le fun parce que ce que je fais faire à mes clientes et à mes patientes en postnatal, ben c'est exactement ça que j'ai fait. J'ai attendu d'avoir l'espace dans ma période postnatale pour être capable de commencer ça. Il n'y avait pas d'espace dans les 3 premiers mois. C'était juste le manque de sommeil faisait que... Puis le manque de temps, là, réellement. Tu es en mode survie, toute l'adaptation à la routine des bébés, puis à 2, c'est complètement différent. Là. Exactement, oui. Puis tu sais, c'est ça que tu disais un peu tantôt aussi avec la période postnatale, une période de grand bouleversement. On apprend, tu sais, je sais pas si toi, tu as eu le livre d'instruction pour être maman, là, mais moi, en tout cas, je suis comme, OK, on apprend constamment, tu sais. Puis d'avoir l'espace pour entreprendre cette réadaptation-là, c'est vraiment important parce que si t'es pas prête, t'auras pas les résultats. Fait que j'ai attendu, puis j'étais allée une étape à la fois, exactement comme ce que je prescris en clinique. Fait que j'ai fait tout le protocole de diastase, j'ai fait tout le protocole de renforcement des muscles pelviens, puis après ça, j'ai recommencé avec des activités sportives plus soutenues là, par la suite. Même moi, là, je me suis entraînée jusqu'à 35 semaines, puis je me rappelle, je m'étais pris un préparateur physique, là, un kin, qui s'était vraiment occupé de moi après la grossesse parce que au niveau sacro-iliaque, là, je faisais des lunges, j'avais des douleurs, la façon que je portais le bébé, j'avais genre mal au dos. Je voulais bien faire les choses. Puis quand tu n'as pas d'enfant à t'occuper, c'est différent, mais quand tu n'es pas habitué à ça comme un premier, je trouve que un premier versus un deuxième enfant, c'est différent, mais le premier, ça vient tellement te bouleverser parce que là, tu es comme, OK, je m'en allais me chercher un café, je m'en allais sortir, oh non, il vient de refaire caca, il faut que j'allaite.
sais, comme, en tout cas, pour moi, ça a été plus difficile. Puis je m'étais dit... puis après, t'as la pression de, comme, avec les réseaux sociaux, ce que nos parents avaient pas. Genre, moi, j'ai recommencé après 3 semaines. Puis genre, on dirait que c'est rendu fou, là, ce que le corps peut faire. Puis j'avais genre une mastite. Fait que là, je faisais de l'hypothermie, j'avais la fièvre. J'essayais de recommencer, ça marchait pas. Fait que, tu sais, comme, je m'étais dit... À partir de ce moment-là, j'ai comme plus le contrôle comme que, tu sais, je pouvais. Puis c'était comme ma santé mentale, puis la santé du bébé. Fait que je le faisais comme quand je pouvais. Mais je le savais que mon corps avait changé, puis j'étais en forme. Là, puis je le vois, là, les femmes, y arrivent avec moi postpartum. J'en ai justement comme 2, 3 en ce moment dans la clientèle. Ils sont tellement découragées. Comment on dirait, je repars à zéro. Comme ça m'a pris 1 an à revenir, puis j'étais en forme. Là. Mon premier push-up, je me rappellerai toujours. Je suis comme, oh my God, j'ai perdu ma masse musculaire, ma force. Puis comme, c'est normal. Et je me dis, on va le bâtir comme il faut. Fait que ça prend de la patience, de la constance, de la douceur, parce que ça se peut que tu ne seras pas constante comme avant. Mais tu sais, moi, je dis toujours aux clients comme moi, selon la nuit que j'avais, je mettais le temps que je pouvais. Fait que si, mettons, il s'était réveillé 3 fois, je faisais juste 15 minutes. Si j'avais une bonne nuit, là, je faisais plus de temps. Fait que c'est pas tout ou rien. Je pense que c'est pour ça que les gens ont tant de difficultés à s'engager ou à avoir de la constance, parce que c'est toujours tout ou rien. 5 jours ou 0. Non, même si 1 fois semaine, même chose pour la grossesse, je disais comme, moi, des moments que j'avais de la nausée, des fois, je faisais au début, pendant le premier trimestre, 1 fois semaine, 2 fois semaine. Puis là, comme plus j'avais de l'énergie, plus j'augmentais. T'sais. Fait que c'est plus de se gager avec ça. Mais ton postpartum, je dirais, commence sur des bonnes bases, parce que c'est pas vrai que tu vas revenir où est-ce que tu étais. C'est mieux de te le dire tout de suite, tu le seras pas. T'as comme, ton corps, le corps, il change. Regarde, ma blonde est enceinte de 6 mois, là, cette semaine. Genre, son corps a complètement changé. Son bassin est comme tout. Tu sais, elle me dit, je suis tellement fatiguée, comme... Je pense qu'on va faire des grandes choses. Tu sais, même ma blonde, je vois ma blonde, elle s'était dit, je vais faire ça, je vais faire ça. Elle est fatiguée, là, comme... Je dis, écoute-toi, puis juste marcher, comme tu dis, marcher. Juste de marcher, c'est comme... Ça reste que c'est correct de le faire, là. C'est le plus possible de bouger. Il faut, là, parce que je pense que maintenant, si on s'en est parlé hors d'onde, là, quand tu es venu me voir ici, qu'on disait que maintenant, bouger, c'est de plus en plus accepté. C'est con, mais avant, là, tu étais enceinte, comme tu faisais quasiment comme dans le temps. Il y a 10 ans, quand tu t'entraînais, honnêtement, il y avait des commentaires. Maintenant, les études sont en train de sortir de plus en plus, que ce soit pour le cerveau du bébé, pour la récupération, qu'il faut que tu bouges. C'est pas un handicap, là. Les lignes directrices canadiennes nous disent qu'on devrait avoir environ 120 minutes au minimum. 120 minutes d'activité physique modérée à vigoureuse par semaine pour la grossesse puis la période postnatale. C'est pas beaucoup, là. C'est pas beaucoup, mais pour certaines personnes qui vivent avec beaucoup de symptômes pendant la grossesse, ou un excellent exemple qui, encore une fois, fait attrait plus à la santé pelvienne, mais tu sais, composer avec des fuites urinaires quand tu essaies de t'entraîner, c'est un frein majeur, tu sais. Fait que c'est les recommandations de base, puis je pense que c'est important de justement d'enlever cette crainte-là là, par rapport au mouvement avec la grossesse puis en postnatal, mais aussi d'être capable d'être flexible dans tout ça puis d'être à l'écoute des symptômes. Là. Ce que je dis aux gens, que ça soit périnéal ou musculo-squelettique, comme si tu as une douleur qui t'empêche de bouger, puis ça, je le sais, là, mes clients, il y en a qui procrastinent. Comme ça fait 3 mois que tu as mal, tu n'as pas été voir. Comme on s'entend aussi en Outaouais, là, comme je ne sais pas c'est quoi le pourcentage de la population qui sont fonctionnaires et qui ont des assurances, là, des très bonnes assurances. Comme, je veux dire, moi, là, pendant un certain temps, j'ai pas d'assurance. Là, qu'est-ce que ça m'a coûté de chiro et de physio? Parce que pour moi, c'est important de bouger. Puis je le savais que si je traînais, je l'ai déjà fait, là, mais ça fait quand même depuis 2019 que je fréquente les physios en prévention aussi, des fois, juste comme pour un petit check-up suivi. Mais comme faites-le. Parce qu'après, je veux dire, bouger, c'est le minimum. Puis si tu as des douleurs, puis tu ne bouges pas à cause de ça, bien, tu accumules. C'est comme un cercle vicieux que tu vas être pris. Et puis, c'est un investissement envers sa santé. Le mouvement, c'est la base fondamentale de la santé. Fait que s'occuper de ses bobos, tu sais, si ça fait 3 mois que ton bobo il est là, il partira probablement pas tout seul. Si ça aurait eu à guérir spontanément, ça serait déjà arrivé. Fait que, tu sais, moi, je vois ça comme un investissement pour être capable de
rester en santé aussi, puis d'être capable d'être mobile dans le long terme. Là. Tu sais, je prends un exemple, moi, le dentiste. Genre, à un moment donné dans ma vie, j'ai pas été au dentiste pendant... J'ai jamais eu de carie, là. J'étais comme les dents parfaites. Puis là, quand mes assurances y ont tombé, je pense que pendant 1 an et demi, j'ai pas été comme ça m'est sorti, puis ils m'ont pas appelé. Puis à un moment donné, j'ai eu mal aux dents. Non, là, tout d'un coup, ça devenait important. Le mal de dents que j'ai eu, c'était comme, je suis comme, plus jamais, genre, je vais faire ça. Mais je me suis quand même rendue jusqu'au bout. Puis je suis comme, ta santé buccale, c'est important aussi. Bien, puis ça, c'est un bon parallèle à faire aussi. Tu sais, quand tu vas voir ton dentiste pour une carie, ton dentiste, il répare ta carie. Il va pas te dire « arrête de te brosser les dents ». Il va dire comme « continue à avoir une bonne hygiène buccale puis à maintenir ça ». Mais la physio, c'est ça aussi. Tu sais. Quand on est approché avec une problématique ou une douleur, une condition qui a besoin d'être traitée, on répare la carie. Mais après, on ne dit pas à la clientèle arrête de te brosser les dents ». On dit « il faut rester actif puis ça prend un certain programme de maintien. Pas une job à temps plein, mais juste des petites stratégies qui peuvent être mises en place pour s'assurer qu'on ne retombe pas dans le patron de douleur. Là. C'est facile. Puis même cordonnier mal chaussé, moi aussi, je dis tout le temps ça. Je fais comme une analogie avec la boisson. C'est comme les gens qui sont pris avec... Tu restes alcoolique un jour, comme je pense que tu vis avec ça. Puis si tu vas au meeting juste quand ça va mal... Pas ça, là. Faut que tu y ailles au meeting. Que ça soit un meeting, peu importe, quelque chose, la thérapie qui te fait du bien, on consulter juste quand ça va mal. Ça ne fonctionne pas. C'est un peu moi. Je le sais que quand je deviens intense, je ne fais plus mes exercices de physio. Je le sais, là. Puis là, mes bobos, ils commencent à apparaître. Puis c'est tout le temps des exercices, on dirait, qui sont comme, c'est moins intense, ça me tente moins. Là, je suis comme, oh non, j'ai pas le temps aujourd'hui. Fait que je le sais, je vais genre... je vais ditcher cet exercice-là, je ne vais pas faire. Puis avec mes clients, quand je les ai en session, je vais commencer à faire ces exercices-là. Puis ils sont comme, je l'ai celle-là, ou genre, je ne l'aurais pas faite si j'étais seule. Puis ça, c'est important. Fait que je me dis, je ne serais pas un alcoolique de moi. Genre, mes exercices, je dois les faire tout le temps. C'est de la prévention. C'est la même chose pour la physio. Puis je pense que, moi, on est là-dedans. Fait que c'est sûr que comme on va le faire, puis les gens vont être comme, c'est facile, tu travailles au gym. Ouais, mais des fois, ça ne me tente pas de le faire. Tu sais, mes exercices d'adducteur, pour mes fessiers et tout ça, je le sais quand je les skip, là, ça n'ira pas bien. Parce que moi, j'aurais dû. Des fois, ça me tente pas de me brosser les dents aussi. Puis je sais que je vais avoir des caries si je me brosse pas les dents. Fait que c'est un peu le même principe. Tu sais, c'est de l'entretien un peu, là. Fait que là, on a parlé beaucoup là, de périnatal et tout ça. Si on parlait d'une autre clientèle que j'ai beaucoup chez Team Boileau, qui est le périménopause, ménopause, ça... santé de la femme, t'en fais aussi? Oui, absolument. Oui. Okay. Fait que pourquoi ces femmes-là vont te... Puis j'imagine que ça, c'est full tabou, là. Comme on n'en entend pas tant parler. Moi, ce que j'entends chez les femmes en préménopause, ménopause, c'est fuite urinaire. Relâchement ou je pense que les muscles du vaginal, je ne sais pas comment tu l'appelles, sont hyper tendus. Ça se peut-tu? Qui fait que les relations sexuelles sont plus douloureuses. J'imagine qu'on est moins lubrifié, puis il y a comme tout ce qui vient avec le débalancement hormonal. Mais qu'est-ce que tu vois le plus souvent? Fait que tout ce qui entoure périménopause, ménopause, qui dit ménopause dit changements hormonaux. Donc, souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est que le corps va tomber dans un état d'hypoestrogénie. Donc, il y a vraiment une chute importante d'estrogène, des changements hormonaux. Puis, l'effet de ça, quand ça s'installe, c'est que c'est comme si la santé des tissus vulvo-vaginaux va se détériorer un petit peu. Donc, il y a comme une fragilité, des fois, au niveau de la muqueuse, plus de sécheresse vaginale. On peut observer une atrophie. Donc, littéralement, tu sais, on sait qu'à partir de la trentaine, on tombe un petit peu dans un phénomène de sarcopénie. Donc, on perd de la masse musculaire graduellement. Le plancher pelvien, ce sont des muscles. Donc, on perd de la masse musculaire aussi à ce niveau-là. Puis l'ensemble de tous ces changements-là, il y en a beaucoup, là, mais pour n'en nommer que quelques-uns, ce que ça va faire, c'est que ça va changer la dynamique musculaire au niveau du plancher pelvien. Donc, on voit de tout. On voit évidemment plus de fuite urinaire. On sait que la prévalence de l'incontinence urinaire va augmenter avec le vieillissement. On va voir
une perte de masse musculaire, donc des hypotonies qui vont accompagner ça, mais aussi de l'hypertonicité où est-ce que les muscles vont tomber justement dans un état de tension qui peut causer beaucoup d'inconfort. Donc, avec la prise en charge basée sur l'évaluation tout le temps. Donc, on évalue. Ces femmes-là, ils ont quoi comme patron, puis on priorise avec les interventions. Là. Qu'est-ce que ça fait quand c'est hyper tonus, comme hyper tendu? Est-ce que ça crée comme une douleur quand tu es debout ou au niveau des relations sexuelles? Comment c'est accaparant? L'hypertonicité, ça peut vraiment, vraiment beaucoup contribuer aux douleurs lors des relations sexuelles parce qu'on se retrouve avec, c'est quasiment comme un spasme musculaire. Fait ça peut créer un petit peu une obstruction au niveau de l'entrée vaginale puis créer des inconforts. Mais aussi, l'hypertonicité, en physio, il y a comme tout un concept de compétence musculaire. Donc, pour qu'un muscle soit compétent puis puisse agir dans son plein potentiel, il doit être capable de se relaxer complètement et de se contracter dans tout son potentiel. Si un muscle est constamment dans un état de tension, il va être capable de générer moins de force aussi. Fait que des incontinences urinaires à l'effort, on associe beaucoup ça à une faiblesse musculaire, mais une faiblesse musculaire peut être causée par un état d'hypertonicité des muscles. Puis on en voit quand même assez fréquemment, je dirais, des cas d'hypertonicité. Fait que là, c'est comme d'apprendre à se relâcher, comme il faut que... Oui, c'est toute la modulation du tonus musculaire. Donc, premièrement, c'est d'apprendre d'identifier cette problématique-là parce que souvent, les clientes ne le sauront pas, mais ils vont le remarquer quand on travaille à l'interne. Puis on leur enseigne vraiment, des fois on va passer par le biais de la contraction musculaire. Tu sais, OK, peut-être tu n'es pas capable de relâcher le muscle, mais es-tu capable de le contracter? Puis montrer un peu ce contraste-là entre l'état de contraction puis de relâchement. Puis là, il y a plein d'exercices qu'on peut faire. Il y a des techniques manuelles. Donc, tu sais, au même titre qu'on travaillerait sur un autre muscle dans le corps humain, dans le fond, pour aller relâcher ce muscle-là, mais il y a des techniques aussi manuelles qu'on peut utiliser pour faciliter ce relâchement-là. Est-ce que vous faites des groupes, que ça soit, tantôt je pensais qu'on parlait de postpartum, puis des fois de te retrouver avec d'autres femmes qui vivent la même chose, de dire, hey, il y a un groupe, je sais pas, le mercredi à 7 heures, puis on fait rééducation périnéale, puis des exercices qu'on vous montre, des fois de toucher comme plus de gens en même temps, ou que ça soit, je sais pas, les gens, vu que c'est pas un rendez-vous perso, malgré que là, tu n'as peut-être pas fait en moins qu'ils font une évaluation de base, pour faire l'évaluation de base, tu peux avoir accès au groupe. Est-ce que ça existe, des groupes ou non? Ça existe. Pour l'instant, on n'a pas ces programmes-là développés encore. Je te dirais, il y a une bonne partie qui pourrait être faite en groupe, mais il reste qu'à cause de la nature de l'intervention, où est-ce qu'on pose beaucoup de questions personnelles. C'est un milieu qui est confidentiel. Il y a beaucoup de patientes qui vont nous approcher avec de la gêne, des réticences, sont plus ou moins à l'aise. Puis après ça, la nature de l'évaluation aussi qui est au niveau du plancher pelvien. Fait que pour l'instant, en tout cas, ça serait faisable de travailler en groupe, mais on n'a pas développé ces programmes-là encore. Ça pourrait être intéressant. Je suis certaine que je pourrais envoyer pas mal de clients, que ça soit juste pour des exercices en groupe, mais en autant que tu aies une évaluation du départ. J'imagine les évaluations, c'est-tu intravaginal? Sur certaines... on va chercher beaucoup de l'information avec l'examen interne, mais quand on a des clientes qui consultent pour des cas de douleur, il y a des clientes qui vont nous approcher qui ont été référées par un médecin parce que pas capable de faire le pap test parce qu'il y a trop de douleur ou trop de tension. Il y a des patientes qui vont consulter qui ont eu des abus sexuels. Il y a des patientes qui vont consulter qui ont eu des grands traumas obstétricaux, des déchirures complexes. Donc, oui, on travaille un petit peu avec l'évaluation interne pour quand on peut, quand c'est possible, mais on est quand même capable d'intervenir sur tellement d'aspects sans nécessairement aller directement avec l'évaluation interne. Là. Donc, quand il y a des blocages à ce niveau-là, la personne n'est pas confortable, juste par le biais de comme poser les bonnes questions, aller implanter des stratégies, éduquer la personne, on est vraiment capable de faire déjà une bonne différence. En tout cas, je suis vraiment contente de savoir que tu existes. Merci. Il y a des jeunes de nos clientes qui est allées te voir, puis elles sont super contentes. C'est vraiment le fun, puis qu'on en parle plus, que ça soit quelque chose qu'on fait plus de prévention, puis qu'on donne de l'info là-dessus, puis de sensibiliser les femmes et les hommes aussi qui ont des diastases, qui vivent certains inconforts ou certaines douleurs. Puis je pense que le message, en tout cas de ma part, que je dirais aux gens qui écoutent, c'est que
sais, vis pas avec ta douleur. C'est correct si tu la laisses aller comme 3 semaines, mais comme tu as dit tantôt, souvent, ça partira pas de soi-même, puis ça prend un petit coup de main. Puis, tu sais, bouger, c'est la vie. Je pense que, tu sais, pour les gens comme nous qui bouger, que ça fait partie de quelque chose, un besoin, pour moi, c'est primaire, là, c'est comme, j'ai besoin de ça pour vivre, fait que c'est sûr que si je vis avec une petite douleur, on dirait que dans ta tête, tu sais, il y a des douleurs que tu connais, puis des douleurs que tu connais pas. Moi, il y en a que je connais, que je suis comme, ça va passer, c'est inflammé. Des douleurs que tu connais pas, tu le sais. Ouais, ça, c'est pas tant normal. Fait que prends le temps, je dirais de prendre le temps d'aller voir les bonnes personnes. Le médecin fait ce qu'il peut, tu sais, pour t'aider, mais c'est pas celui qui va aider à ta réhabilitation, tu sais. Mais c'est vraiment des problématiques sous-déclarées. On parle d'environ 25 des cas qui sont déclarés aux médecins. Ça veut dire que 75 des cas ne sont pas déclarés. Tu sais, les médecins, ils n'ont pas de boule de cristal, ils ne peuvent pas deviner non plus. D'où l'importance d'être bien informé, puis dans le doute, de consulter, tu sais. Il y a des solutions. Les cas de douleur avec les relations sexuelles, le taux de succès avec la prise en charge, c'est autour de 80 c'est les incontinences urinaires, 76 tu sais, ça fonctionne. Fait que pourquoi pas juste l'essayer, tu sais, ça fonctionne. Je vais terminer par dire que je serais pas arrivée à faire un demi-Ironman si c'était pas de l'aide du physio. Fait que oui, ça fonctionne. Peu importe la problématique, il faut que tu fasses les exercices. Il y a un devoir à faire, là, comme tu dis, mais tout peut s'améliorer. Absolument. Donc, toi, ça serait quel conseil que tu donnerais? On va prendre, mettons, la femme qui vient d'accoucher. Ça fait, je sais pas, 2 mois qu'elle a accouché. Elle s'en prête. Elle fait quoi? Si elle veut, comme exemple, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Elle prend le téléphone, puis elle prend un rendez-vous pour une évaluation initiale. On évalue, on établit l'ordre de priorité, puis on commence par des petites choses qui vont être réalistes à implanter au quotidien. D'incorporer le mouvement le plus possible, progressivement, graduellement, comme on a discuté. Puis, quand on sent qu'on a l'espace d'agir tôt quand c'est possible. Donc, la prise en charge précoce, on sait que c'est mieux que d'attendre que la problématique s'installe dans le temps. Donc, d'agir vraiment. Puis, même si ça fait longtemps, puis même si on a accouché, ça fait 20 ans, il n'est jamais trop tard. Fait que de pas approcher ça avec cette idée-là que ben ça fait déjà 20 ans, c'est trop tard, il n'y a rien à faire. Il y a des solutions, même quand ça fait 20 ans. Comment les gens font pour prendre rendez-vous avec toi? Est-ce que tu prends encore des... Oui. Okay. Oui, puis en général, on va essayer de garder des spots d'évaluation rapidement pour voir, il y a des clientèles qui ont besoin d'être vues rapidement, particulièrement en postnatal ou en prénatal. Donc, on prend le téléphone, on appelle la clinique Physio Outaouais. Moi, je travaille à Physio Outaouais sur le chemin Vanier, qui est situé à Elmer. Sur le site web, c'est super facile de trouver nos profils professionnels sont sur le site web. Fait que la prise de rendez-vous, ça se fait très facilement. Pas besoin d'une référence médicale. Nous sommes des intervenants de première ligne. Puis la plupart des compagnies d'assurance couvrent, là, même sans référence médicale. Merci. Merci d'être venu. J'apprécie vraiment. Puis tu as l'air vraiment d'être passionné. C'est le fun d'être avec des gens qui sont passionnés de ce qu'ils font. Puis ce qu'ils font. Puis aujourd'hui, c'était une super discussion. Ça m'a vraiment fait plaisir. Merci à toi.